Avec le docteur Amandine Bélanger et puis le docteur Caroline Moreau. Voilà, vous allez pouvoir vous installer ici. Pour une intervention, alors on va régler nos montres de, je crois, environ 15 minutes et puis 5 minutes d'échange avec la salle. On part là-dessus. Et bien voilà, merci d'être là. Bonjour, donc, je suis le docteur Bélanger, le docteur Moreau. Donc, on va vous parler du dépistage néonatal et analyse génétique. Donc, ça va un petit peu recouper la première présentation. Donc, la mise en place du dépistage, on en a déjà parlé depuis 1972 avec une organisation CNCDN-CRDN en 2018. Donc, 6 maladies dont la surdité. Au 1er septembre 2025, on en sera donc à 16 maladies plus la surdité. Et donc, comme expliqué précédemment, c'est un examen qui est systématiquement proposé, mais qui n'est pas obligatoire. Et l'importance, c'est l'information des parents. Et donc, un point essentiel là qui va être mis en place, c'est la formation des professionnels, notamment avec ce dépistage génétique en première intention qui a été mis en place depuis le 1er septembre 2025. Et donc, c'est vraiment cette évolution majeure, c'est que ce dépistage génétique, c'est de la première intention. La mucoviscidose, avant, c'était de la deuxième intention. Il y avait d'abord un dépistage biochimique, puis le dépistage génétique. Donc, l'information doit être adaptée à cette évolution. Donc, comment ça se passe, on va dire, de façon pratique. Donc, il y a l'information du dépistage. Alors, l'information qui est réellement faite pour l'instant en maternité. Donc, on a dit que l'enfant, il fallait qu'il soit prélevé à 48 heures de vie. Donc, cette information, elle se passe lors de ces 2 premiers jours, donc avec des parents qui sont un petit peu chamboulés par la naissance de leur enfant, forcément. Et donc, un consentement qui est demandé à 48 heures de vie. Donc, un choix à faire. Et donc, la formation de ces professionnels, cette information, elle est faite par les sages-femmes. On peut avoir des questions aux auxiliaires, aux pédiatres. Donc, il faut que tout le monde soit formé au même niveau. Donc, ça, c'est un vrai challenge. Et un prélèvement à 48 heures de vie, on le répète, on est nous, on s'astreint à ce que ce prélèvement soit vraiment fait à partir de 48 heures de vie et plus du tout à 72 heures. L'acheminement, on en a aussi déjà parlé, un acheminement par la poste, donc du J+2, +3, +4. Pour l'instant, nous, on est à peu près aussi sur une moyenne de 3 jours pour l'acheminement. Ça se passe plutôt pas mal, avec des ratés, mais bon, on essaye de récupérer ces enfants. Une réception au laboratoire, la technique qui est mise en place, les validations techniques, ce qui prend en moyenne 1 à 2 jours. Avec l'appel donc au médecin référent si on a un enfant qui est suspect, donc à peu près à 7-10 jours de vie de l'enfant. Et puis, il faut faire venir les parents, qui soient convoqués, qui viennent à l'hôpital pour qu'ils soient vus. Alors, s'ils habitent à 10 minutes, un quart d'heure, ça va. S'ils habitent à Belle-Île et qu'on est vendredi soir, il n'y a plus de bateau. Ça nous est déjà arrivé, pour des jumeaux. Il faut qu'ils soient vus en consultation, il faut qu'il y ait à nouveau des prélèvements pour affirmer ou infirmer le diagnostic, et donc une confirmation diagnostique dans les 10-15 jours de vie de l'enfant, avec ensuite un suivi qui est mis en place, tout l'aval aussi qui doit être organisé pour ces enfants. Comme déjà discuté aussi, donc cette analyse-là, en première intention de la génétique, donc il y a un dépistage qui a été, les modalités génétiques ont été adaptées, notamment les modalités d'information, on en a discuté, information par des professionnels, par des sages-femmes, les modalités de communication des résultats, c'est pas celui qui a prescrit qui va communiquer les résultats, pour que les résultats soient donnés le plus rapidement possible et aussi par les bonnes personnes pour pouvoir affirmer ou infirmer ce diagnostic. Donc on essaye de faire rentrer un rond dans un carré. Ça ne marche pas toujours. On s'adapte et on va s'adapter au mieux pour ces enfants. Donc la formation du personnel. Donc nous, on voit bien, depuis qu'on parle là déjà de l'augmentation des maladies, on a beaucoup de questions
par nos professionnels en maternité, par les sages-femmes, par les auxiliaires, parce que ce sont elles qui sont sollicitées en premier lieu par les parents, et elles n'ont pas toutes les questions. Donc déjà, quand on a rajouté les 7 maladies, elles ont dit « mais qu'est-ce qu'on va dire ? On ne les connaît pas, les maladies ». Donc oui, il y a de la documentation qui, bon, des fois finit à la poubelle, mais qui a quand même, qui est là, qui est présente. Maintenant, avec les QR codes, tout ça, les parents le prennent un petit peu plus. Et donc, cette information et ce recueil du consentement, ça va être important de former, sauf que les études, en fait, elles travaillent avec justement des personnels qui sont formés et dédiés à cette information. Donc, quid de la qualité de l'information actuelle? Et puis, ce qu'on veut surtout, c'est maintenir une exhaustivité du dépistage. Donc, on a une très bonne exhaustivité dans l'acceptation du dépistage et on ne veut pas, par un défaut d'information, que les parents refusent parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent plus. Donc, on ne veut pas qu'ils refusent le dépistage. Donc, l'HAS, elle recommande la formation de l'ensemble des professionnels de santé impliqués dans le dépistage néonatal. Donc, on a une recommandation. À nous de le mettre en place sur le terrain. Ce n'est pas toujours facile à organiser. On a des grandes équipes qui sont nombreuses. Alors, nous, au CHU de Rennes, oui, mais aussi ensuite tous les CH périphériques qui est centralisé ensuite par le CRDN de Bretagne, par exemple. Donc, il faut qu'on aille voir ces équipes, qu'on les informe, qu'on discute avec elles. Et puis, une des choses, nous, qui nous semble importante, alors depuis longtemps, on travaille dessus depuis un moment, c'est l'information pendant la grossesse. Donc là, ça a été réappuyé, et donc de faire de l'information aux gynécologues pour qu'eux aillent informer les dames pendant la grossesse, et plus de temps que les mamans et les papas, et plus de temps pour réfléchir, pour discuter, pour poser leurs questions. Donc on pense que c'est vraiment là où il faut appuyer. Et c'est ce qu'on va vraiment s'astreindre à faire dans les prochains mois et les prochaines années. Donc je pense que vous avez compris que on va dire l'évolution du dépistage néonatal avec de la génétique en première intention est vraiment un tournant dans le dépistage néonatal aujourd'hui. On faisait de la génétique avec la mucoviscidose, mais c'était de la seconde intention, c'était ciblé, et le consentement n'était pas finalement, enfin je veux pas dire systématique, mais si le consentement de la muco n'était pas signé, on pouvait faire l'ensemble des autres examens, ça n'était pas bloquant. Et puis finalement, c'était que si l'examen de première intention était positif et qu'on n'avait pas le dépistage, le consentement, pardon, qu'on pouvait éventuellement recontacter les parents pour essayer d'évoluer sur cette partie-là. Aujourd'hui, on a un vrai tournant, et un vrai tournant sur ce consentement qui est dans les laboratoires. Je jette un petit œil sur mes collègues dépisteurs, un point essentiel pour nous pour vraiment assurer cette exhaustivité et cette qualité de rendu qui est l'obtention du consentement. Alors ce consentement, il y a eu aussi une évolution puisque la voie de bioéthique a permis de faire changer les choses sur l'obtention de ce consentement, mais malgré tout, on est contraint à des réglementations et on se doit aujourd'hui normalement d'avoir recueilli un consentement qui a mentionné la nature de l'examen, qui mentionne l'indication et qui permet de s'assurer que les parents ont bien compris aussi qu'on allait conserver l'échantillon au moins pendant un temps. Sauf que notre consentement est celui-ci. Donc la nature de l'examen ainsi que les indications, finalement, c'est contenu dans un texte de loi dont les parents n'ont pas connaissance, ils ne savent pas quelle maladie on dépiste ni quoi que ce soit, mais ils se doivent de signer. Et vous l'avez vu, vous l'avez lu, cette partie-là est finalement, je ne sais pas si c'est un pointeur, voilà, pas si facile que ça à comprendre. Et concernant la nature de l'examen, ça n'est pas du tout, puisqu'ils consentent à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques. Il n'y a pas du tout la liste de ce qui va être fait, ni ainsi de suite. Néanmoins, il faut que ce soit signé. Alors ce consentement, il paraît assez simple, nom des parents, nom de l'enfant, et ce qui consentent ou pas, la naissance, la signature. On a commencé depuis une semaine ce dépistage. On est en général autour de, en tout cas pour notre CRDN, environ 10% de prélèvements qui sont non conformes. Je vois mes collègues qui hochent la tête, donc ça doit être pareil ailleurs. 10%, c'est énorme, puisque à partir du moment où ce consentement est mal signé, mal rempli, on est dans ce qu'on appelle, nous, des non-conformités, qu'il va falloir lever d'une façon ou d'une autre et gérer au mieux, puisque si, par exemple, c'est pas coché entre consentant ou ne consentant pas, on ne sait pas si les parents ont accepté ou pas accepté. Donc, il faut lever cette non-conformité pour pouvoir faire l'examen. On a des délais qui sont très contraints, on les verra, qui sont des délais finalement plus pour mettre en place la thérapeutique. Et puis,
on a des organisations qui sont contraintes, puisque ce développement de l'extension, on va dire, pour l'amyotrophie spinale, est un twin test qu'on fait conjointement au dépistage du déficit immunitaire combiné sévère. Et si on n'a pas l'autorisation de faire le dépistage du SMA, on doit faire une technique différente pour faire le dépistage du déficit immunitaire combiné sévère, sans perdre de temps pour la prise en charge d'un potentiel enfant dont les parents n'ont pas donné leur accord pour faire la myotrophie spinale, mais l'ont donné pour faire le déficit immunitaire combiné sévère. Donc on est vraiment sur des contraintes finalement assez majeures sur cette partie-là. Et puis, alors d'autres contraintes qu'on a vues arriver aussi, c'est tout ce qui est contrainte de réorganisation au sein de nos laboratoires. Alors, nos CRDN sont essentiellement dans les laboratoires de biochimie, où on aime bien faire notre petite activité de A à Z. Et puis là, on se doit finalement de faire de la génétique sans avoir forcément tous les autorisations pour les faire, notamment en ce qui concerne les locaux ou en ce qui concerne les agréments pour avoir les responsabilités. Donc, concernant les locaux, en tout cas nous sur Rennes, on a fait le choix de travailler avec nos collègues de génétique pour avoir finalement un transfert de l'activité fait avec eux et puis une formation de l'ensemble du personnel. Alors, pour que les généticiens comprennent la politique du dépistage et puis que nous, biochimistes, on puisse rendre de la génétique donc sur des agréments restreints. Et donc, c'est ce qui a été mis en place aussi sur des agréments restreint au dépistage néonatal de la myotrophie spinale pour répondre à ce besoin. Enfin, on a aussi d'énormes contraintes de temps pour prendre en charge ces enfants, puisque les recommandations sont aujourd'hui de prendre en charge un enfant et de le traiter avant 20 jours de vie pour la myotrophie spinale. Ces 20 jours de vie qui intègrent les délais dont on a déjà parlé, qui sont à la fois les délais de prélèvement, les délais de rendu de résultats, les délais de convocation, les délais de RCP derrière pour faire une confirmation diagnostique et pour mettre en place un traitement. 20 jours de vie de l'enfant, c'est très court, sachant qu'aujourd'hui, on est sur un fonctionnement qui est à peu près en 5 jours sur 7. Les CRDN sont entre guillemets fermés les week-ends, liés à des contraintes, notamment les contraintes d'acheminement. Et dans ces contraintes de temps, donc j'ai remis un petit point sur les prélèvements. Donc ça, c'est les résultats qu'on a obtenus, nous, sur la Bretagne, où finalement, les délais de prélèvement, même si on passe à 48 heures, on est plus encore aujourd'hui sur du 3 jours. Donc on perd déjà 24 heures. Sur ces 7 jours de délai de résultats, c'est énorme. Et puis des délais sur des contraintes sur les délais d'acheminement, où comme on l'a déjà vu aussi, on est sur un délai médian de 3 jours, ce qui est finalement moins pire, j'ai envie de dire, que ce qu'on pourrait attendre. Mais vous voyez, ça c'est toujours les résultats, donc sur la Bretagne, on peut aller, nous on est autour de 29 000 naissances par an, et on a eu jusqu'à plus de 5 000 prélèvements qui sont arrivés après 4 jours. Après 4 jours. Donc autant de délais qui sont allongés, autant de risques pour la prise en charge des enfants derrière. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'une fois que nous, on a fini notre travail de dépistage, entre guillemets, rendu un résultat suspect, il y a derrière une prise en charge des enfants et une consultation qui doit être réalisée en urgence, nécessitant au niveau de nos réseaux territoriaux une identification des cliniciens qui pourront prendre en charge les enfants en lien avec la géographie et notamment où les parents habitent pour venir rapidement et pour assurer derrière un suivi de ces enfants et une organisation globale pour permettre de répondre en urgence. Donc ça, c'est ce qu'on est aujourd'hui sur du ciblé. Ça marche, ça se passe à peu près. On va essayer de redresser le tir sur les consentements pour ne pas perdre de temps et donc pas perdre de chance pour les enfants. Demain, on va en parler toute la journée, on va passer sur du génome, probablement, du dépistage néonatal en génome. Et il nous semble important de ne pas oublier toutes les contraintes qu'on rencontre aujourd'hui et qui seront encore plus importantes demain. L'acceptation de ce dépistage néonatal, l'information dont on a parlé, l'information des parents, l'information et la formation de nos professionnels pour qu'ils puissent avoir le bon discours auprès des familles. Le respect des délais, qui est très compliqué, et que finalement, si on dépiste et qu'on n'a pas le temps de traiter parce qu'on est trop tard, il y a une vraie perte de chance. Les traitements, la prise en charge, il faut qu'ils soient disponibles pour prendre en charge ces enfants. Alors, j'ai mis les cliniciens, mais finalement, c'est un peu plus large que les cliniciens. Je dirais toute la prise en charge en aval. Aujourd'hui, elle est relativement peu, voire pas organisée, ou en tout cas un petit peu mise de côté. Les financements dont on a parlé tout à l'heure sont les financements du dépistage. Il n'y a pas de financement dédié à vous tous qui, derrière, prendrez en charge ces enfants, ou aux kinés, aux orthopédistes, à tout ce qu'il y a derrière qui vont devoir intervenir dans cette partie-là. Et puis, tout le coût qui est lié à ça. Et alors après, c'est peut-être risqué de me prendre des tomates, mais moi, c'est une vraie question que je me pose. C'est que dans ce dépistage en génome, je reste au fond de moi la vraie question de savoir si on va dépister pour savoir ou dépister pour soigner. Et je pense vraiment qu'il faut garder en tête le dépistage pour soigner nos enfants, qui me semble quelque chose de très important.
Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à toutes les deux et bravo pour les 2 minutes d'avance. Je décerne des points. Donc voilà, vous allez lever les mains et puis Sylvie Audan va amener un micro. Merci de vous présenter en 2 mots, bon, même si vous avez déjà pris la parole. Oui, Stéphane Béziot, chef du service de génétique. CHU de Nantes. J'avais une question un petit peu qui taraude, mais pas que moi, Aurore également Cato à Nantes. C'est le rendu SMN pour un rendu normal. Alors même si dans le texte de loi on dit un prescripteur, autre, voilà, un praticien. Comment se fait-il? Est-ce qu'il se rend comme un test finalement classique? On peut le rendre négatif de la même manière voilà, directement. Quelles sont les modalités pour le rendre alors que c'est un test génétique au départ? Quand vous parlez rendre, c'est-à-dire communiquer aux parents? C'est voilà, ça votre question? Exactement. Alors là, la chose pour moi est assez simple, c'est-à-dire que malgré tout, si on reprend le texte de loi, la communication doit être impérativement faite par un médecin, si on en reste là, alors généticien ou autre. Le choix qu'on a fait, nous, sur la Bretagne, c'est que quand les parents nous demandent un résultat, on rendra l'ensemble des résultats des dépistages hors SMA. Et pour le résultat SMA, on demandera à ce que ce soit le médecin traitant de la famille qui nous contacte pour qu'on puisse prendre contact avec le médecin pour lui expliquer les contraintes que ça a et de prendre un rendez-vous pour que les parents aillent chercher le résultat. Il sera forcément négatif, puisque s'il a été positif, ils le sauront déjà. Mais malgré tout, voilà. Alors ça, c'est pas fixé au niveau national sur cette organisation-là. Je jette un œil à Diane. Il n'y a pas d'organisation. Nous, c'est celle qu'on souhaite mettre en place sur Rennes, en passant par le médecin pédiatre ou le généraliste, qui est médecin de famille, et que c'est le médecin qui revient vers nous pour qu'on lui communique le résultat. Peut-être un complément de question, et puis après on a une autre intervenante. Oui, prenez bien le micro. Oui, pardon. Oui, bah c'est vrai que c'est un vrai problème, effectivement, de fluidité du rendu de résultats. Et d'autant que la formation du praticien qui aura l'information, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on ne dépiste pas qu'on doit exclure un risque. C'est un enfant hypotonique qui arrive, il ne faut pas l'exclure sur le dépistage. Ça peut être quand même une SMA qui n'est pas dépistée. Donc, tout à fait. Ouf. Ouais. Alors il y a une autre intervention, puis on ira vous voir tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup pour votre exposé. Là, donc, vous avez bien insisté sur les problématiques liées à la réorganisation du dépistage, là, notamment avec le délai de prélèvement qui reste à 72 heures, les problèmes de non-conformité. Donc ça souligne l'importance de la formation des professionnels. Donc vous êtes passé un petit peu rapidement là-dessus sur la façon dont ça a été organisé en Bretagne. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails et nous dire si vous savez comment ça a été organisé dans les autres régions? Parce que moi, ça me semble fondamental justement de bien former ces professionnels. Donc qui l'a fait et comment ça a été fait? Vous nous redites qui vous êtes? Annick Toutain, anciennement généticienne, actuellement... Merci pour le sous-titre. Généticienne pour toujours. Justement, quand on a eu les nouvelles recommandations, on a bien vu qu'ils insistaient beaucoup sur ces formations. Donc nous, au CRDN, on n'a pas de temps dédié, on n'a pas quelqu'un qui va les former. Voilà. Donc nous, on s'est astreint depuis quelques années, mais là, on voit bien qu'il faut le faire encore plus. On se déplace, c'est-à-dire qu'on va dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les néonatologies. On y va, et alors en plus, quand on a des nouvelles maladies comme ça, des nouveaux dépistages, ça nous permet d'avoir un peu d'appui, et on refait de la formation, c'est-à-dire on parle des nouvelles maladies pour qu'elles soient informées, mais aussi de tout, du prélèvement, de comment on discute avec les parents. On essaye de beaucoup voir les cadres de maternité ou de néonatologie qui nous aident aussi pour essayer aussi de diffuser les informations en amont. Donc ça, on essaye. On a du mal un petit peu à aller toucher les gynécologues obstétriciens qui sont... qu'on connaît bien pourtant, mais c'est pas toujours facile d'aller les motiver en plus à faire ça, parce que ils nous disent oui, mais on a plein de choses à faire, même pour les sages-femmes libérales, dans la préparation à la naissance. Donc il y a certainement plein de choses à faire. On essaye, nous, vraiment d'y aller. Je pense que quand on parle de ce qu'on fait, ils comprennent. Les échanges sont très, très riches. Ils posent plein de questions. Et en fait, ça vraiment, je pense que ça leur dédramatise un peu l'information dont ils ont très peur par rapport aux parents. Voilà, pour l'instant, nous, on fait comme ça. Je passe à Caroline.
Et on enseigne autant que possible dans les écoles de sages-femmes de puéricultrices. Ça, on essaye d'y aller au maximum. Et on organise, en tout cas ça c'est toujours pour la Bretagne, hein, tous les ans, une réunion multidisciplinaire axée dépistage néonatal sur une journée complète, ouverte à tous les acteurs, où on fait un petit peu des ateliers pratiques, le bilan d'activité, ce genre de choses, et puis des communications par mail à tour de bras. Enfin, voilà. Et après, ça fait partie en fait de nos devoirs en tant que CRDN régionaux d'informer et de former nos personnels sur place. Parce que, oui. Aussi, également, réseau périnate aussi, oui. Parce qu'au bout du bout, l'information des parents, vous êtes sur une ligne de crête, informer, pas trop, attention aux mots-clés qui font peur, c'est ça? Un petit peu. C'est ça, Ouais. c'est un peu ça. Ça y ressemble. Ouais, Bon, voilà, une autre question. Merci beaucoup Pascal Delonlay, pédiatre métabolicien. La Poste pose des problèmes. Est-ce qu'un coursier serait si cher que ça avec les limites de contraintes de temps du SMA? Alors nous, on travaille sur plusieurs... on a la Poste, on a des navettes, on fonctionne un peu sur les deux. Actuellement, la Poste, chez nous, ça marche. Ça marche pas mal. Donc voilà. Après, quand il y a eu la Covid, etc., il y avait les navettes qui s'étaient mises en place. Ça fait aussi plusieurs années qu'on rediscute avec les hôpitaux en disant attention, on va y venir, avoir un dépistage. Enfin, là, ils disent un envoi quotidien, etc. Mais il n'y a pas des navettes forcément tous les jours. Mais à un moment, il va falloir y aller. Voir là, maintenant, ce qu'on est en train de discuter, c'est de discuter qu'on va arriver un jour où on travaillera le week-end. Donc, Égal moyen nouveau. oui, donc on dit il faut voir avec leurs institutions pour essayer de développer ça. Donc nous, c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie. Après, on a la chance que la Poste, ça marche en ce moment. On a des relations pointues, c'est-à-dire qu'on se voit très souvent avec la Poste pour essayer que ça marche, et ça marche. Et sur l'acheminement, en fait, on a aussi une discussion. Sur les navettes, ça marche quand on est, en tout cas nous pour la Bretagne, Rennes, sa périphérie, les gros CH. Mais en fait, quand on est au fin fond du Finistère ou sur une île retranchée, les navettes, il n'y en a pas en fait. C'est vrai que l'exemple de Paris est bon pour les navettes. Ils ne sont jamais passés en chronopost parce qu'en fait, ils arrivent à faire un maillage comme il faut. Quand nous, il faut qu'on aille chercher effectivement le fin fond du Finistère, on n'a pas de navette pour ça. Juste pour compléter, Frédéric Huet, le problème de la Poste, c'est que pour eux, 5% d'excès, c'est très acceptable. Mais ça n'est pas pour nous. Non. Et donc, on ne peut pas les convaincre de faire mieux. Et puis, les coursiers, on a cherché, hein, c'est 11 à 13 euros par prélèvement. C'est-à-dire que c'est pratiquement 50% du financement du dépistage. Merci pour vos interventions à toutes les deux. Une dernière question. Oui, il y avait une main qui s'était levée. On va éviter les contrariétés en début de matinée. Bonjour, Marine Lefebvre, je suis interne de pédiatrie dans le service de génétique à Tours. Et j'ai une question un peu plus pratique. Le prélèvement, quand il est fait, vous dites H48, et s'il n'est pas possible pour des contraintes, il est 4 h du matin, les équipes ne sont pas disponibles, il vaut mieux le décaler, si j'ai bien compris. Il faut le faire. Après, voilà. Il faut le faire. Mais il faut le faire. Si on doit le décaler, il vaut mieux décaler 4 heures avant ou 4 heures après. 4 heures après, surtout pas 4 heures avant. Okay. En fait, on considère non conforme tout ce qui est à moins de 48 heures de vie de l'enfant pour des questions de valeur normale, d'une part, et de deux, soit de l'imprégnation en corps maternel, soit des métabolites qui n'ont pas eu le temps vraiment de s'accumuler pour être significatifs et nous permettre de faire l'interprétation. Donc c'est 48 heures plus 1 minute, au plus tard 72, mais si ce n'est pas fait à 72 heures, il faut le faire en fait, il faut le faire. Voilà, question précise, réponse précise. Merci encore à toutes les deux. On vous applaudit. Merci.